Installez-vous confortablement, nous allons parler aujourd'hui d'une histoire incroyable. Regardez cet homme. Il est détendu, il plaisante avec l'animateur et pourtant, sans le savoir, c'est l'homme le plus recherché de France. Vous fûtes policier, vous ne l'êtes plus. Non. On arrête ça, d'accord. Nous sommes le 22 octobre 1994. Le décor est familier, c'est celui d'un studio de télévision baigné de lumière colorée. L'émission est le pilote de ce qui s'appellera plus tard « Tout le monde veut prendre sa place ». Comment c'est à moto parce que moi, j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval. Donc, Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes. À l'écran, Nagui, avec son dynamisme habituel, s'approche des candidats. Parmi eux, un homme au visage banal. Portant une chemise claire, il s'appelle François. Il a l'air serein, presque décontracté. Quand Nagui l'interroge sur son métier, il répond avec une fierté tranquille, il est policier. Motard, plus précisément dans une brigade chargée de protéger les hautes personnalités. Ce moment de télévision est une faille spatio-temporelle. À l'instant précis où François Vérove plaisante sur le plateau, son portrait robot est affiché dans tous les commissariats de France. On l'appelle le grêlé. Il est recherché pour des meurtres atroces, des viols d'enfants, des tortures. Et pourtant, il est là. Il offre son visage à des millions de téléspectateurs en haute définition. C'est un acte d'une arrogance qui dépasse l'entendement. Il ne se cache pas, il se montre. Il défie le destin, il défie ses propres collègues qui au même moment épluchent des milliers de dossiers pour mettre un nom sur ce visage marqué par l'acné. Prenez le temps d'observer sa gestuelle sur les images d'archives. Il n'y a aucun tremblement dans sa voix, aucun signe de nervosité. Vérove savoure son pouvoir. Il est l'homme invisible qui se place sous le projecteur le plus puissant. Dans son esprit, s'il peut gagner un jeu télévisé sans être démasqué, c'est qu'il est définitivement intouchable. C'est cette dualité qui fait de lui un prédateur unique. Il n'est pas en marge de la société, il en est un pilier. Il porte l'uniforme, il prête serment et il rentre chez lui retrouver sa femme et ses enfants après avoir été applaudi par un public qui ignore tout du monstre qui sommeille en lui. Cette séquence n'est pas juste une curiosité médiatique, c'est le symbole d'un échec cuisant pour la justice de l'époque et le point de départ de notre enquête. Comment ce bon collègue, ce bon père de famille, a-t-il pu pendant des décennies porter l'arme de l'État le jour et l'arme du crime la nuit? Pour comprendre ce cynisme, il nous faut maintenant plonger dans l'ombre, là où tout a commencé, dans les couloirs froids d'un immeuble du 19e arrondissement. Pour savoir qui est vraiment François Vérove, il faut descendre dans les caves du 19e arrondissement. C'est là que le grêlé œuvre. Tout commence officiellement le 5 mai 1986. La scène se passe au 118 rue de la République à Paris. Cécile Bloch, une petite fillette de 9 ans, quitte l'appartement familial pour se rendre à l'école. Elle n'arrivera jamais. Son corps est retrouvé quelques heures plus tard, dissimulé sous un vieux tapis dans la cave de l'immeuble. Elle a été poignardée au cœur, étranglée et a subi des sévices sexuels d'une violence insoutenable. Le frère de Cécile, Luc, a croisé le tueur dans l'ascenseur quelques instants avant le drame. Il décrira un homme d'une vingtaine d'années, athlétique, au regard froid, mais surtout marqué par des cicatrices d'acné sur le visage. Le surnom est lâché, le grêlé. Mais ce que les enquêteurs ne réalisent pas encore, c'est que ce visage n'est pas celui d'un marginal. François Vérove est à l'époque gendarme à la garde républicaine. Il connaît parfaitement les procédures de la police technique et scientifique qui en sont encore à leur balbutiement. L'année suivante, en 1987, il frappe à nouveau. Karine Leroy, 19 ans, disparaît près de Meaux. Son corps est retrouvé en lisière de forêt. Le mode opératoire évolue, mais la précision reste la même. Puis vient le double meurtre de la rue de l'Arsenal en 1994. Gilles Politi et Imgar Mueller sont retrouvés torturés et ligotés de façon très technique.
Les nœuds utilisés sont des nœuds professionnels, des nœuds qu'on enseigne dans les corps d'élite de l'armée ou de la police. C'est ici que l'effroi grimpe d'un cran. Le grêlé ne se contente pas de chasser au hasard, il utilise son statut. Plusieurs survivantes raconteront la même scène. Un homme s'approche d'elle, décline son identité de policier, présente une carte officielle et demande à effectuer un contrôle. Sous couvert de la loi, il obtient la soumission immédiate de ses victimes. Qui oserait se rebeller contre un représentant de l'ordre ? François Vérove a transformé son serment de protection en un permis de chasser. Il utilise ses menottes réglementaires, son jargon administratif et cette autorité naturelle pour briser toute résistance. Pendant que la brigade criminelle cherche une ombre, le tueur, lui, range son arme de service dans son casier chaque soir, protégé par le même uniforme que ceux qui le traquent. Pendant près de 35 ans, François Vérove pensait qu'on allait l'oublier. Mais c'est sans compter l'ADN qui allait bientôt le rattraper. Après ses derniers crimes connus à la fin des années 90, le grêlé semble s'être volatilisé. François Vérove quitte la région parisienne. Il s'installe avec sa famille dans le sud de la France, à côté de la Grande Motte. Là-bas, il change de vie, du moins en apparence. Il devient un retraité de la police, paisible, un voisin serviable, un homme impliqué dans la vie de sa commune. Il se fait même élire au conseil municipal. Pour tout le monde, c'est François, le bon gars, l'ancien motard de la police sur qui on peut compter. Pendant que les familles des victimes vivent un véritable calvaire au quotidien, lui savoure le soleil de la Méditerranée. Il pense avoir gagné la partie. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que dans l'ombre des laboratoires, la science est en train de rattraper son retard. En 1986, l'ADN n'existait pas pour la justice française. En 2021, c'est une arme absolue. Les prélèvements effectués sur les scènes de crime, conservés précieusement par des enquêteurs qui n'ont jamais abandonné, sont désormais numérisés. Le profil génétique de l'inconnu de la rue de la République est là, figé dans les bases de données, attendant simplement d'être relié à un nom. Le tournant décisif survient sous l'impulsion de la juge Nathalie Turquet. Elle décide de frapper un grand coup. Convoquer massivement tous les anciens gendarmes et policiers présents à Paris aux dates des crimes. C'est une opération de criblage inédite. En septembre 2021, une lettre de convocation arrive dans la boîte aux lettres de Vérove. Et là, c'est le choc thermique. Le masque de respectabilité qu'il a mis 30 ans à construire se fissure instantanément. François sait que son secret ne lui appartient plus. Il sait qu'un simple coton-tige dans la bouche va anéantir sa réputation, son honneur et la vie de ses proches. Le prédateur est enfin acculé, non pas par une erreur humaine, mais par la mémoire infaillible de ses propres cellules. Acculé par la science, François Vérove fuit encore une dernière fois, laissant derrière lui une lettre d'aveu, mais qui laisse quand même pas mal de questions en suspens. Le 29 septembre 2021, François Vérove ne se présente pas au rendez-vous fixé par les enquêteurs pour son prélèvement d'ADN. Il sait que le jeu est terminé. Il quitte le domicile familial prétextant une course et loue un petit appartement de vacances au Gros du Roi. C'est là, dans l'anonymat d'une location de passage, qu'il prépare sa sortie. Il écrit une lettre de 4 pages adressée à sa femme, avant d'ingérer un mélange mortel de médicaments. Le policier, le père de famille, s'efface pour laisser place une dernière fois au criminel qui fuit ses responsabilités.
Dans cette lettre, les mots sont pesés, presque cliniques. Il avoue avoir été un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu'à la fin des années 90. Il évoque des pulsions qu'il n'aurait pas su maîtriser, tout en affirmant avoir tout arrêté depuis 97. Mais ce qui est frappant dans ses écrits, c'est l'absence totale d'empathie. Il ne nomme aucune victime. Il ne parle pas de Cécile, ni de Karine, ni de Gilles, ni d'Imgarde. Il reste dans le flou, dans une sorte de mise en scène de sa propre souffrance. C'est l'ultime acte de contrôle. En se donnant la mort, il vole aux victimes leur droit à un procès, leur droit de le regarder dans les yeux et d'obtenir des réponses. La découverte de son corps et la confirmation par l'ADN quelques heures plus tard mettent fin à 35 années de traque, mais ouvrent à nouveau un chapitre encore plus sombre. Car si Vérov est mort, son secret ne l'est pas tout à fait. Les enquêteurs se demandent aujourd'hui s'il a vraiment cessé de tuer en 1997. Un homme capable d'une telle violence et d'une telle dissimulation peut-il vraiment s'arrêter par simple volonté ? Des dizaines de dossiers de disparition non résolus partout en France sont actuellement réexaminés à la lumière de ses déplacements professionnels. François Vérov a emporté ses vérités dans la tombe, laissant derrière lui l'image d'un monstre ordinaire qui portait l'uniforme de la République. Le grêlé a enfin un nom. Mais pour les victimes, le silence qu'il a choisi restera une blessure ouverte à jamais. Au final, l'histoire du grêlé nous laisse une certitude glaçante. La personne qu'on croit nous protéger, ou parfois qui nous sourit à travers un écran, n'est pas forcément celle qu'on croit. Prenez soin de vous les amis et on se dit à très vite.